Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous accueillons une historienne des sciences et de l'environnement, Céline Pessy. Bonsoir. 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 Vous êtes enseignante-chercheuse à AgroParisTech. Vous avez publié beaucoup de choses, notamment en 2013. Une autre histoire des Trente Glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre aux éditions La Découverte avec, je vais très mal prononcer son nom, Cézine Topchu, c'est ça? Oui. Voilà, merci. Et Christophe Bonneuil, un livre où globalement vous décrivez la face noire des Trente Glorieuses. Vous dites que c'est un rouleau compresseur de la modernité et du progrès qui a un peu écrasé les sols, comme on va le voir. Alors, ces sols, aujourd'hui, c'est un peu l'objet de rhizobium, de C dans le sol. On entend parler de sol vivant, de sol fertile, de techniques simplifiées, de techniques culturelles simplifiées, de conservation des sols. J'ai même vu l'autre jour une ferme qui faisait de l'agriculture syntropique, c'est-à-dire de l'agroforesterie. On a l'impression que tout est nouveau, que les sols émergent comme si avant 10 ans, avant même 5 ans, on ne s'y intéressait pas. Or, ce que vous nous dites dans vos très nombreuses publis, c'est que justement, avant les Trente Glorieuses, on s'y était intéressé beaucoup dans les années 30 et ensuite dans les années 50. Ai-je bien résumé vos propos, Madame Pessy? Tout à fait. Alors, c'est particulièrement sur la vie des sols que sur laquelle j'ai travaillé comme objet scientifique. Et effectivement, il y a eu une école relativement dynamique autour de l'étude de la vie des sols dans les années 30. Et dès le début du XXe siècle, mais il y avait quand même moins de recherches, mais autour des débuts de la microbiologie, qu'a connu dans les sphères agronomiques une certaine éclipse dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, c'est des savoirs et des pratiques d'entretien de la vie des sols qui ont perduré dans des réseaux plus petits, beaucoup moins institutionnels. On trouvait refuge dans notamment les réseaux de la santé, de l'alimentation naturelle. Et donc, dans les années 50, c'est quand même des petits mondes qui s'intéressent à la vie des sols, puis ça va connaître un renouveau à partir de la moitié des années 60, je dirais. Mais à chaque fois, ce qui est étudié en tant que sol vivant se transforme aussi durant toute la période. Pas exactement les mêmes savoirs, les mêmes objets d'étude. Alors, on va détailler ça. Alors, moi qui ai commis deux pauvres livres sur les sols, qui n'atteignent pas la légitimité académique de ce que vous avez écrit, Céline. Moi, ce qui m'avait surpris, choqué, c'était l'impact qu'avait eu le fameux Dust Bowl aux États-Unis dans les années 30. Pour les amis qui ne connaîtraient pas, c'est cette disparition des sols qui ont été transformés en poussière par le vent, qui a occasionné une immigration massive aux États-Unis dans les années 30, les raisins de la colère. Et en vous lisant, j'étais surpris de constater que ce Dust Bowl, cet événement majeur, avait eu une influence en France et en Europe dès les années 30, et chose dont je n'avais pas conscience. Ça a eu un tel impact dans les années 30 sur le monde paysan, le monde de la recherche à l'époque? Alors, dans les années 30, pas forcément si fortement. En fait, c'est plutôt, alors un peu dans les années 30, mais c'est plutôt dans l'après-Seconde Guerre mondiale que c'est des questions qui sont beaucoup débattues en France. Et notamment parce que les États-Unis, c'est le moment où les États-Unis font un peu la promotion des façons dont ils ont lutté contre ce fameux Dust Bowl et l'érosion des sols. Et donc, il y a une sorte de prosélytisme américain à la fois en Europe et on trouve ça transite par le plan Marshall et l'aide américaine. Donc, par exemple, il y a le manuel de conservation du sol qui est diffusé avec du coup des façons notamment beaucoup de réflexions autour des labours et d'avoir un bon machinisme agricole. Oui, parce que pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce qui s'est passé, c'est que ces terres du Middle West n'auraient jamais dû être autant labourées, c'est ça? Et donc, les Américains vont promouvoir moins de labour, mais tout en nous vendant des tracteurs et des charrues au lendemain de la guerre. Ce qui s'est passé, ça a été débattu, c'est débattu depuis 100 ans, j'ai envie de dire. Ah bon? Qu'il y a pas eu, oui, bien sûr, c'est des lectures différentes qui ont été faites à différents moments. Mais si vous en voulez une, Ouais. c'est en tout cas
les symptômes, c'était quand même la couche superficielle des sols qui s'envolait, donc ce qui a coïncidé aussi à des périodes de sécheresse, mais c'est très nettement en fait la matière organique des sols qui s'était fortement appauvrie par ce qu'on a appelé le front pionnier américain, donc le fait de la mise en culture de terre pour l'exportation de blé, donc c'est vraiment la conquête de l'Ouest, et du coup c'est une transformation des grandes plaines américaines dont la fertilité, enfin, qui était des formes d'écosystèmes très particuliers, qui étaient liées aussi, qui étaient très habitées par des Indiens et des bisons, et donc qui a été mise en culture. Et du coup, le rôle des machines dans cette érosion des sols a fait débat à l'époque et a fait débat aussi en France. Du coup, on s'est beaucoup interrogé sur le rôle des tracteurs dans l'érosion des sols. Mais en tout cas, il y a une perte de matière organique qui est très nette. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une agriculture capitaliste qui se développe à ce moment-là avec une motorisation intensive qui a sans doute joué un rôle. Et c'est notamment la lecture de Steinbeck dans Les raisins de la colère. Et Bruce Springsteen, il ne faut jamais l'oublier, dans The Ghost of Tom Joad. Tout revient à un moment ou à un autre à Springsteen, j'arrive toujours à le placer quelque part. On va y revenir, ça, sur le machinisme. Pendant la guerre, il s'est passé quelque chose et qui nous rappelle un peu la situation d'aujourd'hui. Les agriculteurs français n'ont plus pu bénéficier d'engrais et même parfois de bétail. Du coup, il y a eu un vrai problème d'appauvrissement des sols parce qu'ils ne pouvaient plus être fertilisés. Et on a redécouvert les mérites du fumier pour ensuite l'oublier. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre? C'est ce qui s'est passé en partie pendant la guerre. Effectivement, la guerre, c'est un moment où les approches organiques de la vie des sols sont relativement valorisées. Mais ça, c'est vraiment dans la continuité des années 30 aussi, où on a, c'est ce que je vous disais, une attention forte à la vie des sols dans les milieux agronomiques. Alors, et qui va se perdre assez rapidement dans l'après-guerre. Et pourquoi ça s'est perdu, justement? Pourquoi, au lendemain de la guerre, dès 1946, on s'inquiète, je ne sais plus par quelle figure historique, dès 1946, on s'inquiète de l'engrais versus le fumier, on s'inquiète de l'usage des tracteurs, on commence même à s'inquiéter. Oui, allez-y. Non, peut-être qu'on peut revenir un petit peu avant Ouais, sur cette avant-guerre, sur ces allez-y. années 30, du coup, où il y a quand même ces savoirs un peu complexes sur la vie des sols, sur leur dimension locale aussi, qui se développent fortement. Et ce que je pense que c'est en comprenant ces années 30 qu'on Allez-y. comprend aussi ce qui se passe après. Donc, du coup, ces années 30, c'est vraiment des années où on a une science du sol donc qui s'affirme. Donc, où un enjeu important, c'est de constituer le sol en lui-même comme objet d'étude scientifique. Et donc, de sortir d'une approche qui était jusque-là fortement à dominante chimique. On avait quand même une attention concentrée sur la chimie des sols. Et ça, L'approche de Liebig, NPK, point final, c'est ça. oui, après, ça a toujours été plus subtil quand on regarde Oui. concrètement, mais oui. Et du coup, il y a toute une tentative qui est en partie l'œuvre d'Albert Domolon, donc, qui était l'inspecteur général des stations agronomiques et des laboratoires du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un moment les années 30, c'est un moment de crise économique, donc qui est l'ancêtre de l'INRA est supprimé dans ces années 30, mais il y a encore des stations agronomiques donc qui sont chargées de faire des recherches et en particulier d'améliorer la fertilisation, qui est quand même l'objet central du développement de l'agronomie. Mais il y a des limites très fortes qui sont rencontrées aussi par les engrais dans les champs. Il y a une série de problèmes techniques, de déconvenus. Il y a une méfiance assez importante aussi vis-à-vis des engrais. Et l'œuvre de Domolon, c'est un petit peu un détour plus fondamental de vouloir constituer, par rapport à cette volonté d'améliorer la fertilisation, de vouloir constituer une science du sol autonome et qui s'appuie beaucoup sur l'introduction de la pédologie russe, donc à une vision beaucoup plus holistique des sols, où la biologie et la microbiologie retrouvent une place aussi très importante, parce que il y avait quand même une école microbiologique française qui a en particulier partiellement été détruite par la Première Guerre mondiale, où beaucoup de chercheurs sont morts.
Et Ah bon. Demelon est vraiment héritier aussi de cette microbiologie. Mhm. Et du coup, on a une approche beaucoup plus globale du sol qui se met en place, qu'il considère aussi comme quelque chose comme faisant intégralement partie de la biosphère, euh, donc qui est remis dans une pensée un peu géochimique planétaire, où c'est la dynamique du sol, son mouvement, son métabolisme qui est placé au cœur de l'étude aussi. Là, ça ressemble un peu à la définition de la biodynamie, justement, ce que vous me dites là. Et oui, et du coup, c'est une époque où le terme biodynamie peut aussi être employé et où la biodynamie est finalement peut-être pas un courant scientifique, mais est quelque chose de discuté dans les sphères scientifiques les plus légitimes. Par exemple, Domolon, qui est une de ces grandes figures de la science du sol d'avant-guerre, qui a créé à la fois l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, Déjà. et le laboratoire des sols à Versailles, Mhm. va discuter de Pfeiffer, qui est la figure de la biodynamie à ce moment-là, qui est un élève de Steiner, mais qui a une approche très agronomique et très peu spirituelle ou plus ésotérique. D'accord, mais alors, Monsieur de Moulin, donc le fondateur de l'Association française d'études du sol, qui est toujours là, est bien vivante. Est-ce qu'il enseignait? Est-ce que ceux qu'il enseignait, s'il enseignait ses savoirs, est-ce qu'ils étaient mis en pratique par les agriculteurs ou est-ce que lui-même, son savoir, venait des pratiques courantes des agriculteurs en la matière? Est-ce que cette vie du sol était monnaie courante, si j'ose dire, dans le regard qu'on portait sur les sols et sur l'agriculture à cette époque? Alors certainement, c'est quelque chose qui est pas qui est peu documenté en histoire, Mhm. mais on trouve dans des revues agricoles, dans des ouvrages, on trouve un plaidoyer pour la vie du sol assez classiquement qui va avec une critique des engrais et en particulier des engrais azotés Et pourquoi? comme brûlant les sols. Pourquoi? Parce que, oui. Pourquoi exactement? C'était un refus théorique parce que c'était la technique versus l'agriculture qu'on a toujours fait. C'était la chimie versus le sens de l'observation des paysans, des microbiologistes. C'était quoi? Alors, je pense que déjà les engrais n'étaient pas les produits scientifiques, technoscientifiques D'accord. qu'on a eu plus tard, hein. Il y a une longue épreuve de mise à l'épreuve du terrain pour Mhm. avoir des produits relativement efficaces et qui provoquent pas trop de catastrophes. Mais je pense qu'il y a quand même eu un certain nombre de problèmes avec le début des engrais. Euh, et il y a aussi une préoccupation pour les engrais, que les engrais azotés réduisent la vie du sol. Et ça, c'est des choses Déjà. oui, et ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez des scientifiques de l'époque. Après, ce sera par exemple quelque chose qui sera travaillé notamment à l'Institut Pasteur par Jacques Pochon, qui est Mhm. le microbiologiste Mhm. plutôt de l'après-guerre, Mhm. mais qui est directement l'héritier de cette microbiologie de l'avant-guerre. Euh, donc, c'est des débats scientifiques qu'il y a aussi à l'époque. Et alors, du coup, pour être très concret avec nos amis qui nous regardent, qu'est-ce que prône Monsieur Demolon en termes de conduite de culture, de conduite d'élevage? C'est quoi? C'est le tout fumier, le tout polyculture, c'est pas labouré, c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui avec Alors, la Demolon, conservation des sols? en fait, il est pas tellement dans la préconisation directe parce que les agronomes sont quand même, lui, il essaye justement de revenir à une agronomie plus scientifique, D'accord. plus de l'ordre de la biologie, de sortir de la préconisation directe, parce que la préconisation directe, c'était surtout des formules de fertilisation que les agronomes étaient chargés de mettre en place. Donc lui, il préconise vraiment un recul par rapport à ça, alors qu'à cette époque, il y a très peu de fondamental dans tout ça. Euh, mais lui, ce qui le préoccupe beaucoup, c'est la réduction du fumier. Et Pourquoi donc, la réduction du fumier? Parce qu'on en utilisait déjà moins à cette époque? oui, on commence à en utiliser moins À parce cause que, des engrais. ben, pas seulement, parce que aussi, dans l'avant-guerre, c'est plutôt le moment où se réduisent l'usage des animaux pour les transports. Il Ah faut oui. bien se rappeler que les animaux ont un rôle important dans les villes, dans les industries aussi, jusqu'à assez tardivement, jusqu'à
On n'y pense pas à ça, On n'y effectivement. pense pas du tout. Et l'armée, il y avait des régiments de cavalerie qui fournissaient énormément de fumier aussi. Ouais. Et donc là, il y a des vraies craintes par rapport à ça. Mhm. Et du coup, De Molon va s'investir pour mettre en place des fumiers artificiels, et des formes de compost. Il va aussi s'investir pour améliorer la fixation symbiotique des légumineuses. Il va mener des travaux là-dessus. Donc ça, c'est une des voies de redéveloppement de la microbiologie qui va développer. Et avec une claire conscience quand même qu'il y a incompatibilité avec les engrais minéraux, que ça réduit cette fixation de Mhm. l'azote de l'air. Et lui, Monsieur de Molon, c'est quoi? C'est le fondateur de la science des sols en France, on va dire. On peut dire ça, oui. Voilà. Comment il voyait les tracteurs, la charrue, le machinisme arriver tardivement en France, mais qui commençaient à s'installer dans ces années-là? Il en avait peur? Alors lui, à nouveau, c'est pas son objet, hein, Ouais, j'ai bien compris. mais mais par exemple, on trouve dans des congrès, les congrès de l'Association française pour l'étude du sol, on a un congrès qui est organisé sur le machinisme agricole dans les années 30, où là, c'est plutôt le spécialiste du machinisme agricole qui est Tony Balu Tony à Balu. l'époque, qui sera ensuite professeur à l'INA, à l'Institut national agronomique. Et Tony Balu, donc, qui est directeur de la station d'essai des machines, je crois, à ce moment-là, dans les années 30. Lui, il voit ça d'un œil assez contrasté. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire, alors, il faudrait que je vous retrouve une belle citation de Tony Balu, euh, mais lui, il estime que, Si je vous sais l'avez pas, pas, c'est pas grave, hein. On la retrouvera en fin d'émission. voilà, bon, je ne vais pas le trouver, mais lui, il estime que le machinisme agricole doit être relativement limité, que ce qu'il importe, c'est de travailler avec ce qu'il appelle les forces, les forces naturelles, qui C'est-à-dire les sont, racines et les vers de terre et les champignons, c'est ça. voilà, qui sont à la fois ce qu'on appelle le cheptel invisible, donc qui sont les micro-organismes avant tout, mais aussi les vers de terre, et aussi les agents atmosphériques, le gel, donc productivité biologique naturelle et en particulier du sol, euh, qu'il faut considérer, valoriser, euh, et non pas la remplacer par un machinisme agricole coûteux en énergie et en intrants. Et donc, dans ces années 30, c'est aussi une période de crise économique. Et donc, du Ouais. coup, ça joue beaucoup dans cette question. C'est fascinant ce que vous dites parce que finalement, Marc-André Sellos et Lionel Rongard qu'on a reçus dans cette émission n'ont rien inventé. Enfin, les questions qu'ils se posent aujourd'hui, on se les posait déjà dans les années 30. Donc là, on est à la crise des années 30, crise économique. On en arrive à la guerre et à la guerre, c'est le tas de fumier qui devient extrêmement important et en même temps, il n'y a plus d'engrais. Et vous dites dans une de vos publiques, on a perdu des sols, ont perdu de leur qualité, de leur fertilité naturelle. Et ensuite, les 30 Glorieuses sont arrivées, le plan Marshall. Ça a été aussi important que ça, ce rapport au fumier tel que vous le décrivez, il est assez passionnant pendant la guerre et au juste lendemain de la guerre. Alors, je pense il y a un attachement aux animaux Hum, qui est symbolique aussi. Mais il y a une vraie crainte pour les sols, pour une série de raisons dans l'après-guerre, hum, euh, qui sont un peu synthétisées par le développement des tracteurs, de la motorisation. À la fois parce que la motorisation, ça favorise des systèmes agricoles beaucoup plus simples, alors pas forcément des monocultures, mais en tout cas une simplification très hum, forte. hum, Euh, En même temps, donc ça supprime la traction animale et les animaux, et donc le fumier. hum. Et en même temps, c'est avec la motorisation que va s'imposer une spécialisation entre des régions de grande culture, donc bassin parisien, nord de la France, et des régions d'élevage. Et ça, c'est C'est vraiment... uniquement à cause de la motorisation, ça. C'était pas un plan Non, politique au départ. Je fais une aparté. non, c'est pas uniquement, hein, c'est D'accord. des choix politiques, OK. mais c'est aussi une rationalisation du territoire
Et, du coup, le fumier, qui est un peu le produit de cette polyculture, à l'inverse d'une polyculture élevage, va se raréfier d'autant plus, particulièrement donc en grande culture. Et donc, il y a des mobilisations pour défendre un système plutôt de polyculture élevage où le fumier a un rôle central. Des mobilisations, c'est-à-dire des manifestations, des grèves, qu'est-ce qui s'est basé? On a une série de choses, hein. On a d'abord au sein même de la profession agricole, donc qui est en voie de structuration à ce moment-là, donc sous l'égide des chambres d'agriculture, des CETA. Donc voilà. Donc à l'intérieur de la profession agricole, on a l'expression de craintes qui sont assez fortes, qu'on retrouve jusqu'au plan, donc dans les instances de planification où la profession agricole est représentée. Et après, on a des mobilisations, donc plutôt de l'organisation d'associations, la création de groupements, d'un comité pour l'humus, d'une association pour l'étude de la fertilité vivante des sols, où vont se retrouver aussi des agriculteurs et des scientifiques. D'accord. Alors justement, l'humus, face à ces craintes, et je vous cite dans une de vos publis, l'idée de l'État centralisé ou du nouveau savoir, c'était mais on ne manquera pas d'humus. Enfin, si on manque d'humus au lendemain de la guerre, il suffit d'accroître la production végétale qu'on ira enfouir par le labour. Et on aura ainsi à nouveau de l'humus. Et vous citez même quelqu'un, je ne sais plus qui considère que l'humus accumulé en excès est pratiquement stérilisé dans le vieux pré est à utiliser maintenant alors qu'il ne l'était pas avant. Enfin bref, tout va bien. Et comme si voilà, on oubliait tout ce qu'on avait pu faire avant, on oublie le fumier, on laboure, on enfouit les végétaux dont on va augmenter la productivité par des engrais, et voilà, on peut oublier le fumier. Alors, juste par rapport Ouais. à la citation Ouais. que vous avez donnée, c'est une citation de René Dumont, donc, Ah bah voilà. qui est une figure phare, donc qui est un agronome, qui est une des figures phares de la modernisation de l'immédiate après-guerre. Oui, ce qu'on ne sait pas, alors que René Dumont a changé 30 ans après, il a reconnu qu'il avait fait peut-être prôné quelques bêtises. C'est une figure ambiguë, à la fois il pensait au sol et en même temps il fallait retourner les prairies et puis pour utiliser justement cet humus accumulé. Il est très représentatif de ce changement, de cette révolution agricole dans les années 40. Oui, Dumont, il prône, c'est un modernisateur à tout crin. Ah ouais. Il prône cette révolution fourragère, donc qui est le fait de retourner les prairies. Donc, et il le dit explicitement, hein, c'est pour générer des devises, pour Ah oui. moderniser la France. Il dit il faut utiliser l'humus accumulé en excès par l'agriculture d'hier, quoi. Euh, Avant et, Pisani, il y avait René Dumont et ça on l'a oublié un peu, hein. Oui, et il prône aussi de se séparer radicalement des animaux, que même la petite paysannerie s'équipe très rapidement en tracteur. Euh, et c'est un des premiers à avoir une vision décomplexée de l'exode rural, alors qu'on a des franges agricoles qui ne se résolvent pas fort tardivement à accepter l'exode rural. Et Euh, là, on est donc au début des années Et puis, il 50. prône un labour profond aussi. Il y a beaucoup Et de débats pourquoi? sur la profondeur des labours, avec des craintes que ça abîme les sols. Mais Et alors lui, pourquoi prônait-il parce que je suppose que les Américains à l'époque disaient le contraire, fort de leur expérience dans les années 30. Pourquoi lui, il prônait un labour profond, qui semble aujourd'hui impossible, pour produire tout, davantage, hein, l'idée tout c'est qu'on simplement. met, on met, et on, et que, surtout pour produire davantage, j'ai envie de dire, oui. D'accord. Et pourtant, à cette époque, déjà des résistances, disons un mouvement qui avait toujours été là et qui prend un peu plus de voix. 1946, 1948, j'ai relevé des dates où des manifestes sont créés, signés, et où voilà, des chercheurs disent attention, non, 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 le fumier, la polyculture élevage, la microbiologie des sols, ça a son importance, ça a résisté quand même à ce bouleversement imposé par le lendemain de la guerre.
Alors oui, ça a résisté d'abord pour une série de personnes dans des espaces différents. D'abord, peut-être on peut parler des scientifiques. Allez-y. Donc ce sont des microbiologistes donc, qui ont été formés dans cette école de Molon. Je pense en particulier à Jacques Duché, qui était un microbiologiste qui travaillait avec Domolon et qui se retrouve très isolé en fait dans l'après-guerre. C'est le seul microbiologiste presque dans les institutions agronomiques. Puisque la microbiologie la microbiologie des sols se replie exclusivement à l'Institut Pasteur. On a aussi un Jean Kelling qui va être très important, qui va mener ce combat, qui est prof à l'INA, donc à l'Institut national agronomique, et qui sera surnommé par ses élèves Monsieur Humus, donc qui va continuer à porter cette question. Et donc, on a des microbiologistes qui ne se résolvent pas à ce qu'il y ait qu'aucun moyen ne soit accordé à la recherche en biologie et en microbiologie des sols, puisque l'après-guerre, c'est le moment d'expansion des recherches agronomiques et aussi des ingénieurs agricoles. On a une technostructure agricole qui est multipliée par 10, je crois, en termes d'encadrement de la paysannerie pour diffuser les savoirs agronomiques. Mais que rien ne revient à la microbiologie et à la biologie des sols. Les laboratoires sont même pas reconstruits ou mettent 10 ans à être reconstruits. Le laboratoire de microbiologie des sols de Versailles. Pareil pour la pédologie, il y avait un institut pionnier dans le Bas-Rhin qui n'est pas reconstruit, qui était dirigé par Henri Erhardt, qui n'est pas reconstruit dans l'après-guerre. Et donc, on a ces microbiologistes qui continuent, qui se plaignent, qui font valoir que on ne s'intéresse plus au sol depuis que les engrais se diffusent. Et qui vont essayer quand même de mener des recherches, mais alors un peu avec les moyens du bord du coup. Et donc, ils vont se retrouver dans des associations pour porter ces questions. Par exemple, l'association pour l'étude de la fertilité vivante des sols, qui est plutôt des membres de l'Académie d'agriculture, mais où on retrouve Kelling et Duché. Et qui va essayer de promouvoir des recherches sur ce qu'ils appellent la fertilité vivante des sols, qui vont notamment se mettre à étudier tous les processus de fermentation et qui plaident. Kelling parlait d'une agriculture fermentaire, donc c'est avant qu'on parle d'agriculture biologique. Eux, c'est vraiment la question des fermentations qui leur importe. Et aussi en tant que ce qu'ils proposent d'étudier, c'est les auxines, les hormones de synthèse qui sont produites par ces fermentations. Et donc, Kelling essaye de mettre en place une méthode à partir de l'étude de l'activité enzymatique. Enfin, voilà. Mais c'est un peu du bricolage alors qu'il y a peu de moyens. Comment on explique ça? Enfin, oui. Comment on explique que tous ces savoirs, que malgré ces résistances du monde académique, on est fait table rase du passé finalement, comme si au lendemain de la guerre, il fallait tout oublier ce qui s'est passé avant, comme s'il fallait, comme vous dites dans votre bouquin, comme si le progrès devait être un rouleau compresseur écrasant tous les savoirs d'avant, comme s'il y avait une période où on avait tort, une période où on avait raison. C'est un peu ça qui s'est passé ou je caricature? Est-ce que ça semble étonnant avec le recul C'est aussi que les objectifs ont changé. Je vous disais, en l'avant-guerre, on est plus dans une période de crise économique. Ouais. Du coup, la question des économies est effectivement importante. Dans l'après-guerre, on se moque beaucoup plus d'avoir. Le but, c'est d'avoir des formules types d'engrais. On sait bien que c'est très approximatif, mais c'est pas très grave si on en utilise beaucoup plus finalement. Et on le sait à peu près pertinemment. Ouais, puis il fallait nourrir un pays exsangue, donc il fallait produire vite. Enfin, je suppose que ça a pu jouer. La France est exportatrice de céréales dès le début des années 50. Donc, ah oui, d'accord. Donc, c'est des choix aussi de devenir une nation agricole exportatrice au niveau mondial. C'est ce que De Gaulle avait dit, il avait demandé à Pisani. Il y a eu un dialogue entre eux où De Gaulle lui dit, Pisani, l'Allemagne redevient le leader industriel de l'Europe, il faut qu'on soit la première puissance agricole du monde. C'est ce qui s'était passé à peu près en 61, juste avant 62 et la première PAC. Donc, je cite un il y a juste autre chose qui était très important avant-guerre,
c'était l'idée que avec une attention fine au sol et avec, c'est notamment la notion de terroir qui est élaborée dans ces années 30, avec la création de l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, donc qui a un autre nom, c'est le CNAOM, qui a un autre nom avant, c'est le comité, et, et donc où le but, c'est quand même d'avoir une certaine adéquation entre un milieu, sol, climat et des variétés données notamment, avec l'idée que du coup, avec un certain sol, on peut faire certains types de produits mieux, et enfin avec une qualité supérieure. Et tout ça, il y a une réflexion donc sur la qualité qui est très liée à la question de la vie des sols, qui disparaît aussi après-guerre, où la question de la qualité alimentaire devient une qualité beaucoup plus industrielle en fait, où il s'agit d'avoir des produits très stables où, au contraire tout ce qui est fermentation, microbiologie, on va s'en déconnecter à l'inverse. Il fallait hygiéniser. Moi, je suis retombé sur une statistique une fois. En 1950, 15 000 Français sont morts d'intoxication alimentaire à cause du non-respect de la chaîne du froid, de produits qui avaient viré très très mal durant leur transport. Et du coup, les gens manifestement ont eu un appétit pour des produits plus sains, donc des produits résumés à leur contenu. Oui, voilà, on a des chaînes de transport qui s'allongent, et qui est quelque chose de complètement nouveau, et donc qui amène d'autres préoccupations aussi. Et alors, la construction européenne va être symptomatique de ça aussi. Ça, c'est sûr. Je cite une dernière citation, enfin en tout cas pour moi, de monsieur, j'oublie son prénom, Beer, qui dit dans les années 50, notre savoir veut rester un savoir paysan, mais appuyé sur une science authentique, respectueuse des lois de la vie, dégagée de tout esprit de domination, dédaignant l'art de mieux tuer, tant prisé de nos jours. Cette science-là s'oriente résolument vers l'art de mieux servir la vie en améliorant le terrain, qu'il soit sol, végétal, animal ou homme. C'est fort quand même. Il s'imaginait déjà que ces 30 glorieuses allaient être une période mortifère parce qu'elles s'opposaient aux vivants. Oui, c'est les années où se diffuse aussi toute la chimie agricole, hein, et donc ces acteurs, là vous citez André Beer, donc qui a vraiment été au cœur d'un ensemble de réseaux, et en particulier, il était le délégué à la propagande de l'AFRAN, qui est l'Association française pour la recherche d'une alimentation normale. Association française de recherche pour une alimentation normale. Il est fabuleux ce nom. Une alimentation normale. C'était quoi pour ces messieurs, dames, ces messieurs, beaucoup, une alimentation normale? Alors, c'est des médecins. C'est des médecins qui héritent d'une médecine néo-hippocratique, donc qui c'est-à-dire c'est comme vous l'avez dit dans votre citation, qui s'intéresse à la question du terrain et beaucoup à la question de l'immunité. Et du coup, c'est pour ça qu'ils s'intéressent à la question alimentaire en particulier. Et du coup, ils mènent des recherches sur l'ensemble de la production alimentaire. Donc qui se transforme massivement à cette époque pour une série de raisons, dont les transformations agricoles. Et du coup, qui vont porter les premières alertes sur les pesticides et qui vont aussi et qui vont vraiment porter cette question du sol aussi et de la vie du sol, avec l'idée donc où ils rejoignent certains microbiologistes avec l'idée que c'est sur un sol vivant que se produisent des aliments de qualité. Vous vous rendez compte que c'est fascinant ce que vous dites encore une fois. Autour de toute cette question des oligo-éléments, parce qu'il y a toutes ces préoccupations avec le NKP, donc qui fait ça, c'est des choses qu'on avait déjà dans l'avant-guerre. Hein. Donc la disparition des oligo-éléments suite à une fertilisation NKP. Il y a une série de choses comme ça. Mais vous vouliez dire quelque chose, pardon? Oui, non, je dis, j'allais dire, c'est fascinant. C'est plus que ça, parce que ce dont vous nous parlez là, ce dont parlait André Beer,
mais on a l'impression qu'on n'en parle que depuis 2 ans, 3 ans en France, où des chercheurs disent attention, notre microbiote, son fonctionnement, il est un peu lié au fonctionnement finalement du microbiote du sol, que tout est lié, que sur un sol de qualité, on produira des aliments de qualité et inversement. On n'a rien inventé, comme s'il y avait une parenthèse culturelle, intellectuelle pendant, c'est l'objet de votre livre à la découverte, durant ces 30 glorieuses. Oui, alors, la peut-être peut-être qu'on peut citer par rapport à toute cette réflexion des médecins qui s'intéressent au sol. C'est une très belle citation dans une thèse de médecine sur la qualité du pain, qui est celle de Jean-Pierre Ruas en 1956, et donc qui est proche à la fois de Lafranc, et lui c'est aussi un élève de Jean Trémolière, qui est le grand artisan des sciences de la nutrition à ce moment-là. Et donc, dans sa thèse, il dit, il établit une comparaison entre le sol et le corps humain autour de cette dimension microbienne. Il dit, l'action de la rhizosphère dans le métabolisme végétal est comparable à celle que l'on reconnaît dans la flore digestive chez l'animal et singulièrement chez l'homme. On y retrouve le même principe de symbiose indispensable, la même nécessité d'une population variée, dont chaque élément semble avoir son action propre. Trouvera-t-on dans l'humus le même genre de pathologie que dans la flore intestinale? Je pense que voilà, ça donne un peu une idée des réflexions. 56, 1956, voilà. Mais donc avec une approche très biologique et microbiologique qui va comparer le sol et le corps humain. Ça donne une idée de l'action de ces médecins de Lafranc qui se regroupent en 51 pour acquérir un domaine expérimental agricole et médical. Où ça? Donc, dans le Loiret, c'est le domaine du Combreau. Et on a quelques autres espaces comme ça en France qui sont un peu des fermes modèles expérimentales de ce qu'aujourd'hui on appellerait une agriculture biologique. D'accord. Et où les médecins vont du coup jouer un rôle clé. Alors, ils ont joué un rôle clé, notamment pour la naissance. Ils ont une forte contribution au mouvement de l'agriculture biologique. Ils sont un peu à l'origine, corrigez-moi si je me trompe, du GABO, qui est le premier groupement d'agriculteurs bio, c'est ça, en France? Alors, ils ne sont pas à l'origine du GABO. Donc, le GABO, c'est vraiment le premier groupement d'agriculteurs biologiques, comme vous dites. En Bretagne, c'est ça? Ouais, c'est dans l'Ouest. C'est l'Ouest. Et ils sont pas. Il y a une filiation importante, mais le GABO, c'est quand même le moment où toutes ces réflexions sont reprises vraiment dans les mondes agricoles. Mais par contre, c'est bien tout le travail qui a été fait auparavant par le réseau de conseillers techniques de Lafranc, où il y avait des médecins, mais aussi des microbiologistes, des zootechniciens, même des inspecteurs des fraudes, toute une série de personnes concernées par ces questions. Et notamment parce que Lafranc a publié une copieuse revue qui s'appelle L'alimentation normale. Et un des numéros de cette revue, en 1957, ça s'appelle Terre vivante. Qui n'a rien à voir avec l'éditeur d'aujourd'hui. Où l'éditeur d'aujourd'hui s'en est inspiré, on ne sait pas, où les mots ont des histoires longues, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette revue de si important? Eh ben, le sous-titre, je crois que c'est Pratique et théorie sur l'humus. Et donc, c'est un peu une compilation de tous ces savoirs qu'ont disparu des institutions de recherche agronomique dans l'après-guerre et qui sont en quelque sorte hébergés temporairement dans cette nébuleuse de l'alimentation naturelle. Et on a aussi des questions très pratiques autour en particulier de comment composter, des préoccupations donc, pour le compostage du fumier à la ferme, mais aussi d'un compostage des ordures ménagères. Donc ça c'est déjà. Ça c'est des choses qui étaient très fortement portées par ces réseaux-là aussi, et en particulier par Jean Kelling, et qui ont un certain écho dans ces 30 glorieuses malgré tout. D'accord. Le mouvement bio grossit durant ces années, dans les années 60, avec une acmé dans les années 70, Nature et Progrès, etc. Comment toute cette
Donc, il y a eu cette parenthèse, mais cette science a continué. Et ça, corrigez-moi si je me trompe, ça a infusé, ça a nourri, abreuvé, légitimé le mouvement bio qui a vraiment fait surface dans les années 70. Est-ce que Oui. finalement, le mouvement bio, je précise ma question, est-ce que le mouvement bio, c'est un peu le fils spirituel, si l'on peut dire, de tous ces savoirs qui ont été un peu mis de côté par le savoir académique? Oui, complètement. Complètement, hein, l'agriculture biologique, il faut bien voir que quand on regarde ces premières associations, le Gabo, et après, ce sera la méthode, au milieu des années 60, c'est la méthode Lemaire-Boucher, Mmh, d'une part, et l'association Nature et Progrès, d'autre part, qui sont un peu les filles ennemies de mmh, l'agriculture biologique. mmh. Et c'est vraiment au cœur de tout ça, c'est des savoirs sur la vie du sol, c'est une réflexion sur la limitation des choses qu'on connaît, hein, sur la limitation des labours, couvrir le sol, beaucoup le compostage. Et tout ça, ça se fait en compagnonnage avec ces scientifiques un peu marginalisés, mais on a un renouveau des savoirs sur les sols vivants à partir du milieu des années 60. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Pourquoi passé? bah, je pense qu'il y a différentes dynamiques, mais c'est des choses qui se font plutôt à la marge des institutions agronomiques, mais qui vont venir quand même travailler un peu les institutions agronomiques. Euh, donc, on a quand même, sans doute que cet oubli de la vie des sols, à la fois en termes scientifiques, et en même temps dans les pratiques, dans les champs, ça a quand même généré une série de problèmes qui deviennent, et il y a quand même des alertes sur les sols, sur la perte de matière organique, et sur les carences, beaucoup, qui créent des maladies chez les animaux en particulier. Dans les années Euh, 60, donc. Fin des années 60. Fin D'accord. des années 60. Euh, Mais et plus la critique de la société de consommation en 68, 69, 70, etc. Tout ça allait dans le même voilà. sens un petit peu. Je suis vraiment sur cette question de la matière organique. Je vous renvoie au beau livre de l'économiste Claude Reboul qui s'appelle Monsieur le Capital et Madame la Terre, Mhm. voilà, qui revient sur ces alertes des années 70. Enfin, voilà. Euh, et après, c'est surtout à l'université en fait qu'il y a un renouveau des travaux. Euh, une des personnes un peu emblématiques de ce renouveau, c'est Bernard Boulard. Bernard Donc, Boulard, d'accord. voilà, Que je ne connais pas. voilà, qui écrit les livres, qui est plutôt l'héritier d'une école forestière. Donc, ce qu'il faut Mhm. voir, c'est que ces savoirs, ils ont été aussi, s'ils sont sortis du monde agronomique, ils ont quand même été hébergés aussi à Nancy, autour d'un Philippe Duchaufour et de la pédologie biologique, donc plutôt dans les eaux et forêts. Alors, Où comment là, ces gens ont-ils pu perdurer, pardonnez-moi, et Boulard, c'est vraiment l'héritier de ça aussi. Voilà. mais comment ces gens ont-ils pu perdurer, ont-ils pu exercer, alors qu'à l'époque, si je vous lis vous et d'autres, dans les années 70, l'INRA, l'État décourageait toute carrière en microbiologie, dénigrait le bio. Enfin bref, Mais là, ce que je vous dis, c'est on est plutôt dans les eaux et forêts, donc, d'accord. où ça n'a pas été tout à fait là. Il y a eu beaucoup plus d'ouverture, où ces savoirs ont pu davantage s'institutionnaliser, et à l'université. D'accord, Donc, il y a un retour qui se fait par là. Et d'accord. après, La voilà. contestation années 70 se fait aussi par la science, par l'université, mine de rien, Oui, contre les institutions académiques qui, elles, sont pas du tout là-dedans. C'est amusant quand même, à quel point la culture, à quel point la science est aussi le reflet d'une époque, dans ces contestations. oui, oui, oui. Et du coup, il y a un compagnonnage qui se met en place dans ces années 70 Mhm. entre les associations d'agriculture biologique et des chercheurs qui vont reprendre la vie du sol comme objet d'étude. Un Marcel Boucher, par exemple, et les vers de terre. Un Marcel Boucher, par exemple, un Bernard Boulard, un Marcel Boucher, un Claude Aubert, donc des Un jeunes Claude ingénieurs Aubert. agronomes qui vont vraiment rejoindre la bio. Mhm. Euh,
Et qui disent plus ou moins d'ailleurs, enfin eux et d'autres, que c'était une époque assez difficile pour un chercheur parce qu'on risquait sa carrière. Certains parlent de censure, de gens qui ont été poussés dehors par l'INRA. C'est vrai ça. L'État a découragé la remise à niveau de ses savoirs. Je pense que la trajectoire d'un Marcel Boucher, elle est intéressante de ce point Ouais. de vue-là, parce que Marcel Boucher, donc, c'est le grand spécialiste de l'écologie des vers de terre, des lombriciens, français mais aussi international, qu'il était quand même à la pointe de la science, puisque il était, il était à l'INRA, il était à Dijon. Mais il a réussi aussi à être membre de grands programmes internationaux comme le Programme biologique international, le PBI, qui est un petit peu la diffusion d'une écologie scientifique des écosystèmes à la fin des années 60. Et aussi, lui, il était à la pointe de l'usage de l'informatique en écologie, qui est quelque chose qui était très peu diffusé à l'INRA. L'informatique dans les années 70. Oui, c'était Oui, vraiment. oui, bah oui. Bon. Et donc avec un souci de quantifier et de mettre en place des méthodes d'étude de la faune du sol in situ. Euh, et et Marcel Boucher, par ailleurs, a pas mal alerté sur la réduction, la destruction des vers de terre par l'agrochimie, les pratiques agricoles intensives, tout en faisant valoir leur rôle agronomique de ces vers de terre. Et ça, ce qu'il a essayé de documenter finement. Mais personne ne l'a écouté pendant, m'a-t-il dit une fois, pendant 25 ou 30 ans. C'est pas vrai parce que Alors, il ment, Marcel, ou il se fait des idées? Il veut qu'on le il avait câline? vraiment le projet de créer une unité de écologie du sol, Ouais. qui était, moi j'ai vu le document, qui était un document très abouti de plus d'une centaine de pages, qui détaillait le fonctionnement des recherches à venir pour une grosse équipe dans un long terme, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il a présenté au directeur de l'INRA. Ah oui, vous m'aviez dit, ça y est, ça me revient, qu'il voulait même créer une espèce d'industrie des vers de terre. Et ben oui, Produire des vers de terre. voilà, on devait utiliser des vers de terre notamment pour séparer les ordures ménagères, pour Eh effectuer ben, un oui. premier tri. Donc il y a une sorte de lombricompostage, mais à échelle industrielle. On Ben, pouvait pourquoi ça aussi. s'est pas fait? Ça devait plaire à l'INRA, à l'État, ça. Et ben en tout cas, tout ça a capoté assez brutalement au début des années 80. Marcel Boucher a été muté au CNRS. Donc, il y avait quand même des projets, en tout cas celui-là, qui ont été un peu calés vers une transformation vers des savoirs plus écologiques, plus attentifs à la vie des sols dans les pratiques pour construire un autre type de développement agricole, qui ont été portés, qui ont été défendus par des gens, mais qui n'ont pas triomphé in fine à l'intérieur de l'INRA à la fin de ces années 70. Bon, apparemment, ça a changé à l'INRAE aujourd'hui. Justement, quel regard vous portez sur... enfin, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, pouf, tout le monde parle des sols depuis 10 ans, guère plus. Voilà, il y a eu les années 30, il y a eu les années 50, les 30 glorieuses, la période Marcel Boucher, années 80, le bio, le cahier des charges, 91 à l'échelle européenne. Et allez, 20 ans après, on parle de tout ce que vous nous racontez. Pourquoi? Pourquoi ça surgit à nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si on regarde par rapport à la trajectoire de l'agriculture biologique, il y a peut-être un élément d'explication qui est, comme je vous disais, les débuts de l'agriculture biologique, c'est vraiment la question de la vie des sols est centrale, mais que la forme par laquelle s'institutionnalise l'agriculture biologique va finalement relativement délaisser cette question, puisque l'agriculture biologique, elle est d'abord reconnue par l'État en 80 simplement comme n'utilisant pas de la chimie, donc par défaut. Ensuite, avec le règlement européen de 91, c'est vraiment les produits biologiques qui sont reconnus.
et non pas les formes de production agricole. C'est vraiment le souci de construire un marché. Et c'est que tardivement, en 2007, je crois, avec le changement du règlement, que l'agriculture biologique est définie comme une forme d'agriculture. Et à ce moment-là, c'est quand même assez. Le lien au sol est peu exigeant. Donc, du coup, on a des formes de retour finalement, d'autres labels plus exigeants, d'autres pratiques, par exemple avec le réseau maraîchage sur sol vivant, qui est aussi une réponse à ça. Oui, le réseau maraîchage sur sol vivant, vous pouvez nous en dire deux mots? Bah, c'est pas un réseau que je connais très très bien. On se renseignera par nous-mêmes. Il y avait une question Internet, deux questions, tiens, boum, une vient de tomber. En tout cas, il est rare d'avoir aussi peu de questions, mais c'est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'on est pendu à vos lèvres et qu'on n'a pas le temps de poser une question. Céline, et d'ailleurs le nombre d'internautes a doublé depuis que vous avez commencé à parler. Une question de Charles Albert, les problèmes des engrais, enfin une question de remarque, il vous dit les problèmes des engrais n'étaient pas qu'au début des années 45-50, voir les concentrations de cadmium de nos engrais, oui, enfin bon, bref, je ne comprends pas trop sa remarque. Enfin voilà, il y avait déjà des problèmes avec les engrais marocains phosphatés contaminés au cadmium, donc c'est une histoire ancienne finalement, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous suggère, les problèmes des engrais. Et Alain Broman, nous dit le prix Nobel de Monod de 65 a entraîné la microbiologie vers une pente médicale et génétique en mettant de côté l'écologie microbienne, mais c'est très spécifique à la France, ce n'est pas le cas des États-Unis et de l'Allemagne. Confirmez-vous, chère Céline? Moi, je connais quand même plutôt la France, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir confirmer. Mais oui, je n'en dirai pas plus. Dominique Desplat vous dit, ce n'est pas une question, juste votre présentation est passionnante. Vous voyez, quand je vous le disais, c'est bien en fait parfois de ne pas avoir trop de questions. Ça veut dire qu'on est pendu à vos lèvres. Moi, non, ça je me répète, il y a une publique qui m'intéressait, vous parlez de ce qui s'est passé dans la vallée de l'Eyrieux en Ardèche sur la monoculture de pêche. Vous en souvenez? Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors là, on va remonter Ouais, non, parce que je dans trouve que les c'est années un bon 50. exemple de ce qui s'est passé pour Donc, dans les conclure. années 50, donc, qui sont un moment en fait où la profession agricole, où les agriculteurs, la profession agricole se préoccupaient encore beaucoup des sols, qui est quelque chose qui va plutôt disparaître à la fin, dans les années 60. Mais dans les années 50, on a parlé un peu de la question du fumier, mais on a aussi la question des engrais organiques. On a des fortes préoccupations avec l'idée et globalement, ça dessine des formes d'intensification agricole qu'auraient été possibles et qu'auraient été davantage basées sur la vie des sols. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans la vallée de l'Eyrieux, donc qui est une petite vallée d'Ardèche, où traditionnellement, ou au moins depuis une centaine d'années, je crois, qui se consacre à la culture de la pêche, et où les pêchers périclitent. Et du coup, il y a pas mal de spécialistes, d'experts qui sont mandatés. Les notables locaux font venir du monde, réfléchir à leurs problèmes, etc. Ce qui domine finalement, c'est l'idée que le problème est lié au manque de fumier. Et ben voilà. Et du coup, les conseillers de l'AFRAN, et en particulier ce cher André Beer, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'humus dans ces années-là, va dépêcher, va lancer ce qu'il appelle une croisade pour l'humus. Et du coup, les arboriculteurs vont se mettre à fabriquer des composts, des engrais verts, des engrais organiques un peu de toutes sortes pour amender leur sol et pour remettre de la vie dans leur sol. Voilà, et continuer à produire des pêches, ce qui va les occuper, je crois, il me semble, durant les années 50.
mais ce qui ne va in fine pas complètement enrayer le déclin des pêches de la vallée de l'Eyrieux, qui sera aussi sans doute lié à d'autres choses et à d'autres formes de spécialisation qui se développent ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a peu de pêchés dans la vallée de l'Eyrieux. C'est sûr. Enfin, je dois le reconnaître. C'est sûr. Enfin, la vallée de l'Eyrieux, c'est Dieu-le-Fit, non? C'est dans ce coin-là? Non, c'est pas là du tout, pardon. Excusez-moi. C'est de l'autre côté. De l'autre côté. Oubliez ce que je viens de vous dire. Pour terminer, votre regard d'historienne sur l'agriculture d'aujourd'hui, vous avez l'impression que l'agriculture d'aujourd'hui s'engage sur des pratiques héritées de celles-là, de conservation des sols, de bio, etc., ou de microbiologie. Comment vous voyez l'avenir, vous, de l'agriculture? Est-ce que le monde agricole remet du lombric, remet du champignon, remet de la vie? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi cette diversité de succès de cette notion de sol vivant, où on retrouve à la fois des permaculteurs et donc autour d'un souci d'attention, de care pour le sol. Certes, mais est-ce que c'est pas marginal? Est-ce qu'on n'est pas à la marge du trait? Et un agro-business, un Monsanto qui investit dans les intrants microbiens avec le souci et qui s'appuie aussi sur la vie des sols, pour maximiser des phénomènes de symbiose qui avaient été jusque-là complètement négligés, des choses comme ça. Donc, on a en tout cas une vie des sols qui est mobilisée pour des projets sociopolitiques très divers. Donc l'industrie, après avoir contribué à l'érosion des sols, à tous les sens du terme, maintenant travaille finalement son réenrichissement. Le grand capital ne meurt jamais, il phagocyte ses ennemis. Mais il n'y a toujours pas de fabrique industrielle de verre, hein. Marcel Boucher, votre idée est toujours d'actualité, ça reste à faire. Ça devrait quand même, non? Bon, on en produit un peu pour du lombricompost, mais pas à l'échelle que Marcel imaginait à cette époque. Merci Céline Pessy. Merci à vous. Je vous annonce, mesdames, messieurs, la prochaine émission aura lieu le 25 octobre. Et là, ce sera un retour d'expérience. C'est un agriculteur qui s'appelle Michel Valette, un des pionniers du bio dans le Tarn, qui va nous raconter son expérience, sa vie. Il fait du bio au pied de la lettre, c'est-à-dire du bio avec les animaux, de la polyculture élevage, enfin voilà, le bio, un élément fondamental de la bonne santé de ces sols. Ça s'appellera des biquettes aux tartelettes, parce qu'il fait des tartelettes de biquettes. Non, c'est une très mauvaise blague. 40 ans de parcours vers la bio, toujours avec des animaux. Voilà une belle illustration de cette histoire que nous a contée Céline Pessy. Comme d'habitude, je vous dis ce que je vais manger. En fait, je n'en sais rien. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah si, je crois que c'est des mogettes ou des cocos de Paimpol. Je ne sais plus. Je ne sais surtout pas ce que mes ados m'auront laissé. Céline Pessy, encore une fois, merci. Vous êtes passionnante. J'invite tout le monde à lire votre bouquin paru à la découverte dont le titre est dans le chat. Mesdames, messieurs, vous pouvez... Sur ces questions, mais juste peut-être plutôt sur ces questions de salle, j'ai écrit 3 articles qui sont où on va plus se retrouver par rapport à ce sur quoi on vient d'échanger. Non, mais c'est votre critique, votre regard différent, contre-intuitif sur les 30 glorieuses qui sont la gloire de la France, oui, sauf qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez illustré, notamment durant cette heure. Voilà, Sanadan vous dit merci, c'était vraiment passionnant, Jean-Paul Jourdain, merci, très belle présentation. Ça suffit pour les compliments. Céline, je vous rends à votre vie normale, ainsi que vous. Mesdames, messieurs, rendez-vous le mois prochain. À bientôt. Vous pouvez vous déconnecter. Par contre, Céline, je vous garde. Merci.